Le public est extatique. Les gens hurlent, se bousculent, même ceux qui n'ont pas pris leur place sont captivés par ce qu'ils entendent. Tous écoutent les échos des commentateurs dans les tuyaux, et ils sont nombreux à reconnaître que peu de matchs avaient atteint un tel niveau. Depuis le début du championnat, le Léviathan est sur un autre rythme, plus joyeux et plus festif. Seuls ceux qui travaillent avec Péridot ne semblent pas être affectés par la joie ambiante. Et il y a évidemment toutes les personnes qui ont été pourchassées et emprisonnées par ces derniers. C'est d'ailleurs quelque peu dérangeant, car on les laisse faire sans rien dire alors qu'ils agissent comme des tyrans. Mais bref, revenons sur le terrain, nous nous étions arrêtés à un moment clé, un instant particulier pour nos pierres étoilées. Car en effet, ils font face à un groupe plus fort qu'ils ne l'avaient pensé. Les hommes des belles félines de Basalte sont une équipe de chevronnés qui se connaissent depuis des années. Mais ce sont aussi des combattants redoutables qui ont fait de nombreux fronts. Et à force de victoires et de réussites, les pierres étoilées ont oublié qu'ils n'étaient pas les seuls à être si doués. Et d'ailleurs le tableau fait peine à voir. Le grand champion Raylord Ratek est à moitié gobé et il se débat dans la bouche de l'énorme poisson armuré. La langue de l'animal est puissante et elle le fait tourbillonner. Le public peut voir les jambes du troll s'agiter et tourner. Cet animal très intelligent et entraîné l'empêche d'invoquer et sa grosse bouche magiquement renforcée est protégée contre la lame des deux épées. Ular essaye de chanter, il est toujours au sol pris dans une lutte improbable avec Lonok le gros musclé. Il est très peu vêtu, mais ses piercings et ses petites pièces d'armure sont faites pour perforer tous ceux qu'il a attrapés. Une grosse main calleuse se pose sur la bouche du Scald pour l'empêcher de chanter. Ular se débat, mais il sent les morceaux métalliques commencer à le faire saigner. Ilyes de son côté essaye désespérément d'arrêter ce tourbillon dément. La Valkyne en face d'elle est une sauvage aux bras puissants. Prika est prise par son élan, elle tourne telle une tornade, et sa hache fait baisser la garde de la vif ardente. Ilyes essaye en vain de sortir de cette mauvaise posture, mais les coups sont trop rapides et trop violents. Sans la magie de Céleste, elle aurait déjà été ravagée. Mais l'épée lui donne une force supplémentaire à chaque fois qu'elle essaye de parer. Ross veut se changer en foudre, mais il est maintenant dos au bord du terrain. Il est complètement encerclé par des murs courbés qui l'empêchent de sauter. Il est comme enfermé dans une prison de glace et la seule sortie est à l'extérieur du terrain. D'après les règles, il pourra continuer de jouer, il sera juste empêché par un arbitre qui l'empêchera de réentrer. Et ce n'est pas si grave pour un archer car il pourra continuer de tirer. Cependant, Ross est en train de s'acharner. Et d'ailleurs, les connaisseurs essayent de comprendre pourquoi. En tout cas, le guérisseur Opten s'en donne à cœur joie. Shinsu, lui, est dans un duel inflexible. La dévoreuse insulte d'ailleurs son porteur, car cet incapable n'arrive pas à toucher sa cible. Le kobold de Stana enchaîne les esquives et réussit même parfois à lui faire des estafilades. Shinsu s'emporte et commence à faire des techniques secrètes, mais son adversaire en possède aussi, et il les utilise pour le contrer. C'est magnifique à voir, mais le Frostal fait coincer dans ce duel chorégraphié. Prika a lâché le tonneau à côté d'elle, et Torium depuis sa monture le surveille, mais il ne le joue pas, car les hommes des belles félines sont bien trop occupés à donner une leçon aux pierres étoilées. Et le groupe peu à peu comprend et se souvient de ce que le maître du tonneau leur a dit. Ular tente désespérément de le hurler, mais Lonok l'empêche de parler. Raylord lui a déjà compris depuis longtemps, mais gobé comme il est, il ne peut communiquer. Shinsu lui est dans une colère noire, et Ross est trop occupé à ne pas se faire pousser. Et du côté d'Ilyes, l'énorme hache qu'elle a en face d'elle tourne tellement vite, et Céleste semble bien trop légère comparée à la puissance des coups. Et alors qu'elle allait à nouveau parer, Ilyes Ravanor se ravise et fait un mouvement terrifiant. Elle abaisse son épée et fait un pas en avant. Par les dieux! Mais pourquoi? L'âge de Prika s'est bloqué dans le corps d'Ilyes. Et maintenant elle retient l'arme de la Valkyne! Mais c'est horrible! Elle a franchement pas eu peur. Elle va dire quelque chose! Pierres étoilées! Règle numéro 10! Quoi? C'est un code, ils vont sûrement changer de technique. Oh, Shinsu disparaît! Stana est pris par surprise. Il va l'attaquer pendant qu'il est invisible. Raylord Ratek vient de se faire exploser! Il a dû utiliser un des sorts dans son corps parce qu'il ne peut pas invoquer là. Mais il a dû se blesser! C'est mal joué! Aïe aïe aïe, le poisson est en train de le recracher, le troll est carbonisé! Et de l'autre côté du terrain, Ross Yasankak semble plus bouger. On dirait qu'il a abandonné. Regardez les murs. Opten est en train de les pousser à distance. Rose doit se faire sortir. Oh, sur le Lonok! bien joué. Oh là 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 là! Shinsu avait en fait laissé Stana, et il vient d'apparaître au-dessus de Lonok et d'Ular. Il a planté sa dévoreuse dans le corps du lutteur. Ular s'extirpe. Il invoque. C'est un soin. Et le son mélodieux est envoyé sur... Oh, sur Raylork! Incroyable, il se relève déjà. Le guerrier magique avait-il prévu ça? Impossible. Il s'enflamme. Il s'enrage. Il bondit! Et il invoque dans les airs une faible gerbe de flamme. Je suis un peu déçu, là. Il a invoqué rapidement, ça ne pouvait pas être puissant. Mais regardez, il vise la glace. Ilyes se jette sur le côté. Mais elle a toujours la hache de planter. C'est horrible. Elle a lâché son épée. Mais elle est folle alliée. Et c'est le tonneau qu'elle vient d'attraper. Oh là là, c'est Stana qui apparaît dans le dos de Shinsu maintenant. Aïe aïe aïe. Il a eu le temps de se retourner, mais il s'est fait perforer. Ular continue de s'extirper et il ne s'occupe même pas de le soigner. Un trou a été fait dans un des murs de glace, mais il n'est pas assez gros pour qu'il passe. Opten réinvoque déjà.
Je comprends pas, Ross pourrait sortir s'il change en foudre. Il attend quoi? Ilias envoie le tonneau. C'est une passe. Raylord retombe de son saut Il récupère le baril, et il le jette à son tour. Oh, Ross vient de sortir en se changeant en foudre. juste avant que la glace se referme. Et Ross récupère le tonneau dans les airs. Oh, c'est bien joué, oh, c'est bien joué. Aïe aïe aïe, Prika vient de finir Ilias à coup de poing. Une vraie sauvage de Kelgor, ça. Obten réinvoque. Il va arrêter Ross sur le... Ular chante. Oh, la couverture. Le guérisseur se prend la tête. L'invocation est arrêtée. Ross est tout seul. Ross s'élance. Attendez, ils ont une dernière chance. Thorir m'envoie une lance. Le lancer est parfait. Oh, mais Raylord bondit. Oh, il intercepte le projectile. Incroyable. Ouh, il a pris cher quand même. Ross est tout seul. Il fonce tête baissée. Obten retourne son invocation. Et Prika court derrière lui. Il accélère. Sa foudre rouge est crépitante. Il arrive sur la pyramide. Et... oh, il brise le tonneau. Incroyable retournement. Quelle technique. Quelle équipe. J'avoue, c'était épique. La foule va quitter l'estrade et se ruer sur le terrain. Les arbitres guérisseurs auront tout juste le temps de soigner les blessés avant de se faire inonder. Les 5 pierres étoilées sont soulevées de terre et portées par une foule qui scande leur nom. Le terrain est pris d'assaut et déjà on y festoie et on célèbre la victoire. Mais surtout cet affrontement hors norme. L'équipe de Basalte est de bonne guerre et elle se joint aux festivités. Rapidement, on chante, on boit et on danse. Mais tous les combattants, bien que soignés, restent salement amochés. Notamment Ilias qui a pris un coup extrêmement violent. Mais malgré leur terrible affrontement, la Valkyrie et la Sauvage passeront un bon moment. Ular, lui, aura du mal à sympathiser avec Lonok. On va dire que se faire écraser et perforer sans son consentement, il n'a pas aimé. Et cette grande fête sur le terrain va durer quelques heures. Les pierres étoilées finiront même par chanter. Et après ces réjouissances avec le public, ils vont être invités dans un des grands bars de la haute société. Le Voile Flottant. Ce bar n'existait pas au départ, mais il a été financé par les plus fortunés. Au regard de l'heure et de l'ambiance, Ilias refuse d'y aller. Elle a quelqu'un d'autre à aller voir et elle n'aime pas vraiment ce lieu. Le maître du tonneau insiste un peu. Il faut quand même faire des choses ensemble, Ilias. Pense à la cohésion. Si je reste, vous viendrez tous demain matin pour m'aider avec les pâtisseries alors. Les yeux écarquillés des autres membres du groupe finissent de dissuader Kirokerm. Mais il est vrai que parfois, il faut un peu de repos. Allez vous coucher, ma chère. Shinsu finit bien entouré et il mange plus que de raison pendant qu'on lui offre de multiples boissons. On lui sert du vin et comme toujours une multitude de femmes Frostalf tournent autour de lui. Raylord et Ular échangent un regard quand ils sont témoins d'un manège des plus sulfureux. Ular Valoem signe un énième autographe et se penche vers Raylord qui est entouré par des femmes de toute race et de tous horizons. Le Skald de lui est d'ailleurs encerclé par une multitude de groupies, de toute race et de tout sexe. Ular n'a pas encore choisi avec qui il allait finir au lit. De l'autre côté de la pièce, Ross et sa femme sont venus. Ils ont laissé Taeng, la sœur de Shinsu, garder la petite Rita. Et après cette nuit de garderie, elle ne s'en occupera plus jamais. Mais ça, c'est une autre histoire. Shinsu finit d'ailleurs par se lever, et sans un mot, il fait signe qu'il va se coucher. Ular, toujours en train de discuter avec Raylord, lui fait signe. C'est curieux, il s'en va bientôt. Il n'est même pas minuit. Le guerrier magique termine sa chope de bière. Le plus étrange, c'est qu'il parte tout seul. Tu crois qu'il aura quelqu'un qui l'attend? Une régulière? Possible. Mais il m'avait l'air un peu inquiet quand il est parti. Peut-être qu'il va se faire remonter les bretelles. Je pense qu'il aime ça, lui. S'il y en a une qui doit lui faire ça, elle doit vraiment être effrayante. Et au final, ils ignorent qu'ils ne sont pas si loin de la vérité. Car en effet, Shinsu est invité. Et pendant le reste de la nuit, il va être pris dans une longue discussion avec la guilde d'Obsidienne. Et plus particulièrement avec la ténébreuse Frostalf, Kazuga Kaze. Un instant volé à écouter. Il va leur falloir une journée entière et une vraie nuit de repos pour se remettre de la compétition, mais aussi des célébrations. Chacune des pierres étoilées reprend son rythme en attendant la grande finale. Le groupe a même prévu d'aller voir ensemble le match des belles armures de diamant et des plaqueurs de granit. Un avantage pour les participants qu'ils n'ont que rarement utilisé, c'est qu'ils ont toujours une place attitrée pour regarder les autres jouer. Pour aller voir ce match de demi-finale, le maître du tonneau va prendre la place de Raylord, car le guerrier magique est invité par Ulmaritina pour faire les commentaires de la deuxième demi-finale. Et en parlant de Raylord, son anniversaire approche. Le matin avant d'aller voir le match, Shinsu et Ross continuent de travailler l'os de Kraken, et toujours aussi nombreux sont ceux qui viennent les voir pour les questionner ou encore les aider. Comme vous le savez, la forge à Midgard, c'est un lieu presque sacré. Nombreux sont les prodigieux qui viennent travailler, inventer ou encore s'inspirer. On n'est pas loin du culte. Mais c'est aussi un lieu où on aime se balader, qu'on soit connaisseur ou amateur, il y a toujours des petits miracles artistiques ou techniques à regarder. Et il y a d'ailleurs un spectacle incroyable qui arrive depuis peu à la forge. Le Frostalf Isaki Junko et le viking Igarenor Urval regardez clair, tous les deux membres de Diamant et surtout grands forgerons, mais aussi de puissants Tang. Quand ils travaillent le métal, ils le font avec la magie de Thor. C'est extrêmement bruyant, voire dangereux, mais les deux membres de Diamant savent vraiment ce qu'ils font.
La maîtrise de la foudre et la forge d'Izaki est impressionnante, et quand il travaille, son armure qui foisonne de détails s'illumine et crépite à chaque coup de marteau. Igarenor, lui, bien que son groupe soit surnommé les Belles Armures, est constamment torse nu. Et ce qui est impressionnant, c'est la taille de ces deux marteaux. Suivant Thor par excellence, il les a constamment électrisés. Et quand il frappe, c'est avec une précision et une puissance qui en laissent de très nombreux bouche bée. Et alors que la matinée touche à sa fin, Ross et Shinsu décident de faire une pause, car ils entendent les détonations résonner dans la forge. Les deux Tans reprennent leur travail aujourd'hui, et nombreux sont les forgerons et les artisans qui viennent les regarder. Et Ross est évidemment très intéressé. Il connaît personnellement le viking Igarenor, et ils ont même déjà expérimenté ensemble un artisanat très particulier. Mais c'était il y a quelques années. Soudain, une légère cohue à l'arrière. Péridote. Deux combattants dangereux s'approchent à grands pas. Regard des boucliers de pierre, un nain armuré d'une cuirasse en rocher. Et Hachi Genkishi, un frostalf lourdement équipé, protégé d'un énorme bouclier. Le nain passe devant en bousculant les gens. Diamant, cessez immédiatement ce tapage infernal! Le frostalf derrière lui enchaîne. Vous n'êtes pas les seuls à travailler ici. Nombreuses ont été les plaintes des indignés et des résignés. Les deux puissants Tans s'arrêtent. La foule de Midgardiens s'écarte pour commencer à former un cercle. Les frictions entre les grandes guildes ne sont pas rares. Surtout entre les guildes d'or d'élite, comme Granit, Péridote, Diamant ou Topaz. Ross tire doucement Shinsu vers l'arrière, et d'un signe de tête, il lui montre les mains d'Izaki et de Igarenor. Les deux hommes de Diamant sont encore chargés d'électricité, et ils semblent la conserver pour pouvoir la rejeter. Shinsu tourne ensuite son attention vers les deux gars de Péridote, et il a l'impression que le Frostalf a lui aussi remarqué, son bouclier commence à scintiller. Un affrontement avec ce genre de combattant s'annonce grandiloquent. Nous n'avons reçu aucune plainte. Et au contraire, j'ai l'impression que les gens apprécient. Répond Izaki, qui continue d'avancer. Il a posé son marteau de forge, et maintenant sa main est sur la garde de son épée. Le viking Igarenor est juste derrière lui, et les deux gros marteaux qu'il tient sont toujours en train de crépiter. Les gens font encore un pas en arrière. Doucement, les deux duos sont en train de se mettre en garde. Ross peut le sentir, l'affrontement est imminent. Vous ne faites pas la loi ici, Diamant. Et nous ne faisons rien de mal, Péridote. Vous vous pensez au-dessus des autres. Et vous pensez au-dessus de tout. Et soudain, coupant leur élan, Shinsu Tensei fait un pas en avant. Pas dans la forge! 4 terribles regards se tournent vers lui. Ross à côté reste de marbre, mais dégluti. Les belliqueux dévisagent le Frostalf, et d'un regard rempli de colère, mais aussi de respect. Les 4 adversaires approuvent et quittent la salle sans un mot. Et quelques minutes plus tard, de grosses détonations se feront entendre sur le pont supérieur du bateau. Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue sur ce combat tant attendu. Nombreuses ont été les surprises, et les finales des 2 premières ligues se sont déjà achevées. Nous approchons donc à grands pas du moment culminant de cet événement. La demi-finale de la Ligue des Champions, entre les Belles Armures de Diamant et les Plaquéors de Granit. 2 équipes à la puissance et au sens de l'humour tonitruant. Je suis accompagné par le champion Raylord Dratek, le fameux guerrier magique de l'équipe des Pierres Étoilées. Salut tout le monde, heureux d'être avec vous, Ilmaritina. Alors je peux déjà le dire pour les curieux qui se le demandent, oui, notre très cher Izaki et le puissant Igarenor ont été sortis de prison, et on remercie d'ailleurs le capitaine Graner des Sombres Flots de les avoir graciés. Nous aurons donc les 2 équipes au complet pour cette demi-finale au sommet. Installé dans les gradins et ignorant les commentaires au tuyau, le maître du tonneau donne ses consignes. Shinsu, tu te concentres sur la Valkyrie. Ilias, tu connais déjà Palmea, donc pas besoin de l'observer pour toi. Mais je pense qu'elle va te poser problème, Shinsu. Le dernier gars des ombres qu'elle a rencontré, elle l'a décimé. Ular, toi, je veux que tu te concentres sur Olsengle. Il faudra que tu protèges le groupe de ses frappes. Et surtout l'attaque sautée. Ne vous inquiétez pas, maître du tonneau, je lui ai aussi préparé une chanson qui pourrait le calmer. Parfait. Ross, toi, je veux que tu examines Izaki et Igarenor, car je pense que c'est ta magie qui va servir de contre. Si vous les laissez jouer, ils vont vous éclater. Enfin, Ilias, je veux que tu te concentres sur le soigneur. Orena Kevork est immunisé à la magie. Le seul moyen de l'empêcher d'accomplir ses soins, c'est à coup d'épée. Et ce troll n'est pas appelé l'armure vivante pour rien. Observe donc son positionnement. Mais, Keroukerm, vous ne voulez pas qu'on observe les plaqués? Ce n'est pas utile. Déjà, vous les connaissez. Et en plus, je peux vous dire qu'ils ont peu de chances de gagner. Mais pourquoi ça? Ilias est courroucé. Ils ne se sont pas assez entraînés. Ils n'ont fait que flemmarder pendant que les gars de Diamant n'ont pas arrêté. Très chauvin, Ular s'irrite. Cher maître du tonneau, je vous trouve bien dur. Les plaqueurs sont aussi puissants que ce diamant. Ils ont passé la semaine à se dorer le boudin et à bouffer jusqu'à plus faim. Les Belles Armures de Diamant, eux, ont continué leur entraînement.
Ils ont même organisé un véritable affrontement. Ross est perplexe. Vous voulez parler de l'altercation avec Péridot? Je pense pas que c'était prévu, ça. Peu importe, ils ont trouvé moyen de se mettre sous la courge avec un groupe de grande puissance. Ross est consterné. Il paraît que Izaki a failli perdre la vie, et physiquement il ne s'en est toujours pas remis. Ils ont terminé à 2 contre 5. C'est ce que je dis, ils se sont bien entraînés. Ross est bouche bée, Ilias est choqué, mais Ular ne dit rien. Car Raylork lui a déjà raconté ce que son maître lui a fait vivre. Quand il s'agit de l'entraînement, le maître du tonneau n'a pas de limite. Et par le passé, Raylork a plusieurs fois manqué de peu de se faire tuer. Mais Kiroruker m'aura raison. Malgré un début très équilibré, très vite, Diamant vont prendre l'avantage avec une technique des plus sophistiquées. Les 2 tannes de leur équipe vont avancer de chaque côté du terrain et ils vont longer la ligne. Le guérisseur est escorté par la Valkyrie et le gros chat attaque en avant. Il va attaquer Bigel qui essayait de chanter, et à lui tout seul il va occuper les 2 nains qui vont tenter de le protéger. La grosse faiblesse des plaqueurs vient du fait qu'ils ne sont qu'offensifs. Ils n'ont pas de soigneur à proprement parler, et c'est sur cet aspect que Diamant va tout miser. Et au dernier moment, alors que les plaqueurs sont en train de faiblir face aux assauts, alors que la foudre les encercle et les traumatise, mais qu'ils tiennent toujours bon, les belles armures de Diamant vont récupérer le tonneau, arrêter leurs attaques, et à l'instar de ce qu'ont fait notre groupe, ils vont complètement changer leur technique pendant le match, et briser le tonneau. Les 2 nains, Tenok et Rifia, trop occupés à défendre leurs alliés, n'auront pas le temps d'accourir à la pyramide pour la protéger. On remarquera tout de même que Lokao et Penolt réussiront à faire tomber le gros chat hors scène. Mais voilà, les jeux sont faits. L'ultime affrontement sera contre Diamant.